Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission Les Invités de Mike, une émission donc réalisée par Peggy Ladéon. Soyez les bienvenus, que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, sur YouTube, sur le Dailymotion, encore le Facebook de Télé Antilles. Soyez les bienvenus. On est également donc sur Free, le canal 932, sur Bouygues, le canal 407 et sur Orange, le canal 398. Aujourd'hui, dans cette émission, un invité politique. Donc, de Surcroît, pour nous accompagner pendant une petite heure, c'est Monsieur Didier Laguerre. Donc, on peut le dire, le premier magistrat donc, de la ville de Fort-de-France. Donc, très heureux de vous accueillir, Monsieur le maire, donc, dans ces nouveaux studios. Alors, j'ai eu l'occasion donc, de vous avoir en invité à l'interview donc, sur Télé Antilles. On était dans d'autres studios, d'autres locaux, mais là, aujourd'hui, donc, sur Télé Antilles, vous êtes de passage. Et c'est avec honneur qu'on vous accueille. Moi, c'est avec plaisir que je réponds à l'invitation et merci de m'accueillir dans ces nouveaux studios flambants neufs et très fonctionnels de Télé Antilles qui, je le pense, vont permettre à Télé Antilles de se développer et de toucher l'ensemble des territoires d'outre-mer, mais aussi de toucher les populations et de recréer ce lien et de renforcer ce lien entre ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici sur le territoire français. Alors, Didier Laguerre, vous êtes donc le premier magistrat, donc le maire donc, de cette grande ville qui est Fort-de-France, donc la ville de Fort-de-France en Martinique. Vous avez été élu donc, au premier tour, donc c'était le 23 mars 2014, premier tour. Oui. En 2020, on réédite, donc premier tour également. Finalement, les scrutins, c'est quelque chose qui vous réussit plutôt pas mal, premier tour. Oui, disons que j'ai été élu au premier tour en 2014. Avec l'équipe municipale, nous sommes représentés, on a remanié l'équipe et en 2020, on est retourné devant la population et qui a à nouveau fait confiance à l'équipe des démocrates et progressistes que j'ai l'honneur de conduire. Ça s'est fait au premier tour et c'est très bien. Il y en a plein qui rêveraient donc de faire comme vous, premier tour. Ça rappelle un petit peu donc, cette époque césarienne un petit peu. Donc, Césaire était aussi très, très régulièrement élu au premier tour. Il est resté donc, pendant 40 ans, plus de 40 ans. 56 ans. 56 ans. Donc, à la tête de la ville. Ouais. Mais oui, ça rappelle aussi, non, pas particulièrement. Ouais. Ça rappelle aussi le score extraordinaire de Serge Letchimy aux élections municipales de 2008 où il fait plus de 23 000 voix au premier tour des élections municipales et c'est le score le plus important qui a été réalisé aux élections municipales à Fort-de-France. Donc voilà, nous avons une tradition, nous avons une filiation avec la pensée césarienne, avec la doctrine humaniste et progressiste. Ouais. Et nous avons une formation au service de la population, au service des Foyalaises et des Foyalais, mais pas que, au service de la Martinique, des Martiniquaises et des Martiniquais. Et donc, mon objectif est de servir au mieux la population, le peuple foyalais, le peuple martiniquais. Aimé Césaire, Serge Letchimy, Raymond Saint-Louis-Augustin, donc on est toujours dans cette lignée césarienne, donc toujours donc, au sein donc, du PPM, donc le Parti progressiste martiniquais. Donc voilà, on est là pour durer, on est là donc. On est là surtout pour servir, durer. C'est au peuple de décider, et au peuple foyalais en particulier. On est surtout là pour servir les Foyalaises et les Foyalais, pour mettre en œuvre une politique humaniste et progressiste municipale dans le cadre de la gestion de la collectivité municipale, de la ville, de la mairie, à la fois pour traiter les problématiques du quotidien, mais aussi pour traiter les problématiques de fond du développement de la ville et de notre pays, la Martinique. Et c'est ce qui nous anime, ce qui me guide, ce qui m'anime, et faire en sorte que les décisions que le conseil municipal est amené à prendre, ou que le maire est amené à prendre, soient fondées sur des valeurs humaines, sur des valeurs de progrès, sur de la justice humaine, de la justice sociale. Et donc, voilà, on travaille dans ce sens-là avec les difficultés, les problématiques qui sont réelles en Martinique. Et l'enjeu, c'est d'y faire face et de faire face à ces défis avec comme boussole, comme disait le docteur Anniker, l'intérêt général. Didier Laguerre, notre invité aujourd'hui dans cette émission, donc dans cette émission Les Invités de Mike. Donc, alors on l'a lu, Monsieur le maire, Didier Laguerre. Donc vous êtes le maire de Fort-de-France, on le rappelle. Vous êtes maire, quoi qu'il arrive, jusqu'en 2026. Vous aurez pu
partir à la députation, puisque Serge Letchimy, donc, étant président donc, de l'exécutif, donc de la CTM, il y a eu un fauteuil donc, de libre et ça ne vous a... J'étais son suppléant. Je suis suppléant. Oui. J'ai été suppléant de Serge Letchimy député depuis 2012. Donc, j'étais suppléant sur 2012-2017 et puis sur la mandature 2017-2021. Ouais. Lorsque nous avons gagné les élections avec l'Alliance Martinique, nous avons gagné les élections à la collectivité territoriale de Martinique, la question s'est posée du siège de député et je l'ai dit très clairement, je l'ai dit dès 2014. J'ai fait le choix d'être maire de Fort-de-France. Ouais. Je suis retourné aux élections municipales en 2020. Ce n'est pas pour en 2021 dire au Fouillalais que bon voilà, je vais occuper un siège de député et qu'on va s'organiser pour avoir un nouvel maire. Non, j'ai fait le choix d'être maire et donc j'ai décidé d'être maire. Quoi qu'il arrive, oui, de rester maire de Fort-de-France jusqu'à la fin du mandat et d'honorer l'engagement que j'ai pris vis-à-vis du peuple fouillalais, mais c'est aussi d'honorer la confiance qui m'a été accordée par ce peuple fouillalais en 2020. Ah ben donc un fauteuil de titulaire, en gros, qui ne vous intéresse pas pour l'instant. Ben non, c'est-à-dire que si je voulais être député, ben je serais pas allé aux élections municipales en 2020. Et voilà, et j'aurais fait le choix de me présenter à la députation. Non, j'ai fait le choix d'être maire, j'ai fait le choix de servir les Fouillalais et les Fouillalais à la municipalité, pas à l'Assemblée nationale. Ça aurait pu être le cas, mais c'est le choix qui a été fait et voilà, dans lequel que j'assume et dans lequel un choix que je vis bien en tout cas. Ce que je disais en préambule, vous êtes un homme d'exception. Donc premier tour, et puis on est là, on ne change pas donc de fauteuil, on reste capé et on reste. Oui, on a des objectifs, on a pris des engagements. Moi, j'ai pris des engagements avec le peuple fouillalais. Je me suis engagé sur un certain nombre de choses et donc je me suis engagé pour tenir ces engagements, en tout cas pour tout faire pour les tenir, pour me donner pour atteindre ces objectifs-là. Et donc il n'y a pas de raison de quitter le navire en mer. Non, de quitter le navire en mer, alors que il y a d'autres collègues, d'autres amis, d'autres camarades qui sont en capacité d'assumer le poste de député. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque Johnny Ajar, qui est le secrétaire général du parti, s'est présenté aux élections législatives et a remporté les élections législatives. Donc voilà, il faut pas, je ne cherche pas à occuper toutes les fonctions, je cherche à être le plus utile possible. Très bien. Et là, aujourd'hui, vous vous sentez très utile donc à la tête de cette municipalité. J'espère en tout cas. Fouillaise, donc. J'espère en tout cas. Je fais ce qu'il faut. Quand on vous croise dans les rues de Fort-de-France, comment les habitants, les Fouillalais, on vous aborde Très simplement et très naturellement. Je suis très simple et très facile d'accès. J'essaie de pas mettre de barrières particulières. C'est pas dans ma nature. Donc je suis naturel avec eux. Ouais. Et donc les gens peuvent m'aborder. Les gens m'abordent très simplement quand ils me croisent, quand ils me rencontrent dans les quartiers ou dans les rues du centre-ville. Très bien. Monsieur le maire, on sait que vous venez régulièrement à Paris. Vous êtes à Paris donc, pour quelques jours. Merci en tout cas donc, de nous octroyer ces quelques minutes précieuses donc, dans les locaux donc, de Télé Antilles. Alors, vous êtes venu à Paris en délégation pour... Je suis venu pour faire un certain nombre de rendez-vous ministériels et dans des cabinets ministériels. Je le fais régulièrement pour suivre les dossiers de la ville, pour avoir des échanges, faire le point aussi sur la situation de la ville, en particulier sur la situation financière de la ville. J'ai bénéficié d'un accompagnement des ministres concernés depuis déjà plusieurs années et donc je nourris ce partenariat. Je viens faire le point, là j'étais par exemple au ministère des politiques territoriales et de la politique de la ville pour discuter de la réforme qui se réfléchit, qui se travaille aujourd'hui, déjà depuis un certain temps, de la réforme de la politique de la ville et de ce qu'il faut changer pour qu'une politique de la ville soit efficace sur le territoire martiniquais et en particulier sur le territoire fouillalais. Voilà, un petit mot. Donc financièrement, la ville de Fort-de-France se porte mieux aujourd'hui? Financièrement, la ville de Fort-de-France se porte mieux. La ville a toujours un budget très fortement déséquilibré, un compte administratif très fortement déficitaire, bien au-delà des 5% réglementaires. Ouais. Mais la ville a engagé une politique de réforme et une politique de maîtrise de ses charges. Ouais. Et nous avons défini une trajectoire depuis 2019 qui passe par une limitation de notre masse salariale. Ouais. Qui passe par une réduction d'un certain nombre de dépenses et de charges et par une amélioration de nos recettes.
nous avons élaboré un plan de 120 mesures pour nous permettre de rééquilibrer en 5 ans. C'est l'engagement que j'avais pris avec les Foyalaises et les Foyalais en mars 2020. Et nous avons contractualisé une partie de ce plan de redressement avec l'État dans le cadre des contrats de redressement outre-mer. Et nous suivons régulièrement l'évolution de nos indicateurs, et nos indicateurs sont dans une évolution positive. Les comptes se redressent, la situation de la ville s'améliore, nos délais de paiement se réduisent, notre trésorerie s'améliore, et nous avons négocié un étalement de nos dettes publiques sur 9 ans. D'accord. Quand vous venez ici, pardon, sur l'Hexagone, vous venez rendre compte de la situation financière. Je viens rendre compte de la situation financière. Je viens discuter des problématiques qui concernent la ville, par exemple politique de la ville. Je viens discuter des problématiques qui concernent la ville. Genre, je parlais de la politique de la ville. Je suis passé par le ministère de l'Outre-mer. Je suis passé par le ministère du Travail. Donc, je viens traiter de problématiques qui concernent la ville, y compris les problématiques financières. Mes déplacements ne sont pas exclusivement liés aux questions financières de la ville et au budget, mais il y a toujours c'est un point d'attention que nous avons tous. Donc il y a toujours un point. Et puis je viens aussi régulièrement au comité des finances locales. Là on parle finances publiques et finances des collectivités locales, parce qu'au comité des finances locales je représente les communes d'outre-mer. Et donc je viens participer au groupe de travail sur les réformes, par exemple en cours, sur les indicateurs financiers, les indicateurs de dépenses ou de recettes des collectivités, mais aussi sur les séances plénières du CFL qui se tiennent régulièrement, et donc qui m'amènent à me déplacer pour participer à ce groupe de travail. Puis je viens travailler aussi avec l'Association des maires de France, ou encore avec France urbaine, dont la ville de Fort-de-France est membre. D'accord. Alors, quand vous venez voir donc toutes ces chambres, tous ces ministères, tous ces partenaires, on a l'impression que vous avez... Il y a pas de tutelle, vous n'êtes pas sous tutelle quand même sur la ville de Fort-de-France. Non, pas du tout. Non, nous ne sommes pas sous tutelle, mais nous avons un partenariat. Non, nous avons un partenariat avec le gouvernement, avec les ministres, avec les membres du gouvernement et leur cabinet. C'est pas une sous-tutelle déguisée, non? Non, absolument pas. La ville prend ses décisions comme elle l'entend. Ouais. Mais nous avons un partenariat, y compris sur la question financière, oui. Y compris sur le budget est voté, il est déséquilibré, donc il est étudié par la Chambre régionale des comptes. Ensuite, il est arrêté par le préfet qui donne l'arrêté du budget, et le maire exécute son budget et fait ses choix et mène sa politique au niveau de la ville. Donc il n'y a pas de tutelle. Maintenant, il y a un partenariat avec par exemple le ministère de l'Outre-mer, avec le ministère des comptes publics, que je n'ai pas vu cette fois-ci, avec j'étais au ministère de l'Agriculture ce midi par exemple, j'étais au ministère des collectivités locales sur la politique de la ville, parce qu'il y a une réforme en cours sur la politique de la ville, et il y a un enjeu important pour nous que cette nouvelle politique de la ville réponde mieux aux attentes, aux besoins du territoire. Donc pour ça, il faut discuter avec les interlocuteurs qui sont aux manettes et aux commandes. Donc voilà, il y a pas de tutelle, il y a un partenariat, il y a des discussions, et qui étaient nouées déjà sous François Hollande, et qui s'est poursuivi sous la première mandature d'Emmanuel Macron, et qui se poursuit là. L'État est un partenaire naturel pour les collectivités, et privilégié, oui, puisque c'est eux qui prennent les décisions. Au final, c'est le gouvernement et l'Assemblée nationale, pas que. Pas que, c'est le contribuable qui finance. Oui. Mais les décisions sont prises par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Donc il faut travailler avec eux. Mais les contribuables vont dans les caisses de l'État. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, l'État ne reverse pas assez à une ville comme Fort-de-France? Très clairement, je l'ai dit depuis déjà de nombreuses années. Et on a commencé à corriger. Il y a un sous-financement structurel des collectivités locales outre-mer, des communes en particulier, mais aussi des régions et départements. Il y a un déséquilibre dans les dotations qui sont portées. Ce déséquilibre a été... cette problématique a été entendue, elle a été portée par d'autres. Le sénateur Patient, sénateur guyanais, a porté cette problématique du sous-financement structurel des collectivités locales. Ça a donné lieu à un rapport piloté par le sénateur Patient et le député Jean-René Cazeneuve, et qui a objectivé les problématiques de financement des collectivités outre-mer. Ce qui a donné lieu à une réforme de la dotation qui est versée aux collectivités d'outre-mer, qui s'appelle la DACOM,
et à un rattrapage à hauteur de 80 millions d'euros. La dernière tranche du rattrapage aura lieu pour l'année 2023 et le projet de loi de finances 2023 qui va être examiné au mois d'octobre. Donc voilà, il y a un sous-financement, il y a aussi des problématiques de sous-financement sur les dispositifs qui sont mis en place. Donc il y a à travailler pour améliorer la situation et le financement des collectivités parce que nous avons aussi des retards sur certains équipements et certaines infrastructures, certains équipements structurants de nos pays. Et donc, il y a ce travail à faire. Un manque d'investissement que vous ne pouvez pas mettre en place parce qu'il manque des fonds. Ben oui, et parce que aussi, vous pouvez pas rattraper un certain niveau d'équipement, parce que le citoyen, où qu'il soit, il a le même standard d'exigence. Par exemple, qu'est-ce qui manque à Fort-de-France? Vous avez une ville de 80 000 habitants, vous avez un gymnase. Vous avez un seul gymnase à Fort-de-France pour une ville de 80 000 habitants. Maintenant, vous me dites que oui, il faudrait construire un gymnase, 2 gymnases, oui. Et il faut. On a le foncier pour. Il faut les financer. Au-delà de la problématique foncière, il faut financer. Est-ce qu'il y a le foncier pour construire un deuxième, un troisième gymnase? Absolument, oui. Oui, on a le foncier sur, ne serait-ce que sur la plaine sportive de Dillon. Mais ça veut dire qu'il vous faudra des fondations spéciales. Ça veut dire que vous allez sortir à un coût non négligeable. Et derrière, il faut le faire fonctionner. Il faut financer le fonctionnement de ce gymnase. Pour ne prendre que cet exemple-là. Vous avez, sur le territoire de la CACEM, 166 000 habitants, vous avez une piscine communautaire et puis vous avez une piscine municipale sur Chelchère. Vous avez 165 000 habitants. Donc, vous vous rendez bien compte que vous avez des problématiques d'équipements structurants qui sont nécessaires. On va parler politique de transport, on va parler politique agricole. Vous avez des équipements structurants, vous avez des désenclavements à mettre en œuvre pour les terres agricoles, pour les rendre accessibles et pour avoir un volume et une surface de terre permettant une agriculture maraîchère qui permette d'alimenter le marché local. Vous avez ces problématiques-là qui sont différentes d'un territoire à un autre. Vous avez une population qui vieillit sur la Martinique et sur la Guadeloupe, avec donc des problématiques d'accompagnement, alors que vous avez une population qui est très jeune et en forte croissance sur la Guyane et Mayotte. Vous avez donc des problématiques différentes. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes réponses. Didier Laguerre, notre invité aujourd'hui dans cette émission, dans les invités de Mike. Donc Didier Laguerre, le premier magistrat, donc maire de la ville de Fort-de-France. Monsieur le maire, donc nous disions une ville, donc 80 000 habitants, quand même. Oui, une ville de 80 000 habitants, des investissements encore à réaliser. Mais qui manque d'investissement. Qui manque encore d'infrastructures, oui, tout à fait. Et donc d'infrastructures sportives, mais aussi d'infrastructures culturelles. Même le pays manque d'infrastructures sportives et culturelles. On a parlé piscines, on a parlé gymnases, on parle salles de spectacle. Les salles de spectacle en Martinique tournent autour de 1000 places. C'est insuffisant pour une politique culturelle à la hauteur de nos ambitions, pour la ville de Fort-de-France comme pour la Martinique. Donc on a encore du travail en termes d'infrastructures structurantes pour le pays. Et donc il est normal qu'on émarge et qu'on aille chercher les moyens de réaliser ces infrastructures parce que les Martiniquaises et Martiniquais ont droit aux mêmes standards, au même titre que les autres Français de Bretagne, du Pays Basque ou d'Alsace. Certains foyers disent que la ville, donc un centre-ville laissé à l'abandon, un petit peu en perdition. Non, la ville est un centre-ville en difficulté. Le centre-ville, c'est vrai. Là-dessus. C'est vrai que le centre-ville, comme la plupart des centres-villes, des grandes villes et des centres urbains, est en difficulté avec une mutation de la façon de vivre les centres-villes, une mutation de l'activité économique, du commerce, et d'où la mise en place depuis de très nombreuses années de clubs, d'espaces de rencontres, d'échanges, de partage sur les problématiques des centres-villes et la mise en place du dispositif d'action cœur de ville pour redynamiser le centre-ville de Fort-de-France et ceux d'autres villes en France, puisque 119 villes de mémoire avaient été retenues pour cet appel à projet, dont Fort-de-France. Et on observe aujourd'hui une mutation avec des nouveaux investisseurs, de nouveaux acteurs économiques, des jeunes qui investissent dans le centre-ville pour des activités de bouche, mais aussi pour des activités des commerces de vêtements, etc. Et puis, une difficulté globale sur le centre-ville. Alors,
On a mis en place ce programme d'action cœur de ville. On a un projet et un programme de rénovation urbaine qui vise à concentrer les efforts sur quelques îlots au centre-ville, reprendre l'îlot de la Fontaine-Guédon et donc permettre de travailler à la fois sur l'activité économique et sur les infrastructures. Un petit mot sur le tourisme, monsieur le maire. Donc, est-ce que la ville de Fort-de-France était une ville touristique? Alors, on va revenir à ce que les balades au centre-ville, les balades sur les bords du front de mer, est-ce que ça fait toujours rêver? On a l'impression que... Oui. Voilà, hormis les grands événements, le Tour des Halles, le Tour cyclisme... Non, on ne visite plus Fort-de-France. Est-ce que c'est faux. C'est faux. Tous les soirs, vous avez du monde sur le Malécon, sur le front de mer de Fort-de-France. Vous avez du monde sur les artères ou Liberté ou INS de Proche, qui sont les lieux les plus fréquentés, y compris sur la Savane. Et la saison touristique redémarre là. Le premier bateau est arrivé début du mois de septembre. Les autres bateaux de croisière, je rappelle que les bateaux de croisière arrivent sur Fort-de-France, je crois, au quai des Touraines, donc dans le port, ou sur l'appontement de la Pointe-Simon. Donc les croisières reprennent après du épisode Covid de 2 ans difficiles pour l'industrie touristique. Et donc ces croisiéristes vont descendre à Fort-de-France. Pour l'essentiel, vont partir en visite sur la Martinique parce que l'objectif n'est pas que tout le monde reste non plus sur Fort-de-France. Et nous travaillons avec l'Office communautaire de tourisme pour offrir des circuits de visite, de découverte du patrimoine, qui soit culturel, qui soit du patrimoine vert, du centre-ville, de la ville de Fort-de-France et de la CACEM. En même temps, quand les croisiéristes ils arrivent le dimanche, le centre-ville est fermé. Eh oui, oui, ça c'est une réalité. Et donc nous travaillons avec les acteurs économiques pour organiser, on peut redynamiser, pour organiser le week-end et samedi après-midi, on voit par exemple Fort-de-France, c'est un peu ville morte, il y a pas de taxi, les transports. Non, il y a des taxis, il y a du transport le dimanche après-midi, le samedi après-midi. Nous travaillons avec les acteurs économiques du centre-ville, donc les associations du centre-ville. Nous travaillons à l'amplitude d'ouverture des commerces le samedi après-midi. Essentiellement, nous travaillons aussi, par exemple, sur la rue Garnier-Pagès, que nous souhaitons une rue piétonne dédiée à l'artisanat d'art. C'est une dynamique qui est en train de se construire et nous travaillons justement pour que cette rue soit le haut lieu de l'activité touristique le dimanche lorsque justement les bateaux de croisière arrivent. La cathédrale par exemple, elle est aujourd'hui La cathédrale elle est ouverte, le clocher a été rénové. Il y a déjà 4 ou 5 ans de ça qu'il a été livré, la cathédrale est ouverte, reste à travailler maintenant sur la cathédrale est en perpétuelle réhabilitation, reste à travailler sur le parvis de la cathédrale et puis aussi sur l'intérieur où il faut reprendre les travaux de réhabilitation de l'intérieur. Et pour ça, il faut des investissements, il faut des capitaux. Pour ça, il faut des moyens financiers, pour ça, il faut des fonds, pour ça, il faut des cofinancements. D'accord. Pour ça, il faut l'État. Il faut un partenariat État, Fonds européen, collectivité territoriale de Martinique. Aujourd'hui, ce partenariat collectivité territoriale de Martinique se construit, se renforce. Depuis la nouvelle mandature de Serge Letchimy. Vous en faites partie d'ailleurs. Oui, je suis président de la commission des finances de la collectivité territoriale de Martinique. Ce partenariat se construit. Nous avons délibéré sur une convention d'accompagnement dans le cadre du plan de relance pour la ville de Fort-de-France et la ville du Goumonde. Ce sont les 2 premières villes à avoir conventionné avec la CTM. Et nous allons, au niveau de la CTM, conventionner avec les 34 communes de Martinique. Ce partenariat se construit justement pour équilibrer les investissements qu'il y a à faire sur le territoire, parce qu'il y a aussi un travail à faire sur la résorption d'habitat insalubre qui est encore présent et prégnant sur le territoire de la ville, sur la réhabilitation des équipements culturels de proximité. Il faut des salles de spectacle. Insalubre, mais aussi très souvent, on le voit sur Fort-de-France, inoccupés. On voit des vous avez une vingtaine de milliers de logements inoccupés sur le territoire de la Martinique. Oui. Vous avez des gens. Il y a la loi de Saint-Germain sur l'indivision. On peut récupérer. Sur l'indivision qui permet de régler les successions. Oui. Mais on ne peut pas récupérer ces maisons qui sont livrées elles-mêmes. C'est pas aussi simple que ça. Parce que c'est la propriété privée. Donc il faut respecter le droit à la propriété. C'est un droit fondamental dans la République française. Et donc c'est pas aussi simple que ça de récupérer une maison qui a un propriétaire et qui ne l'occupe pas. Par contre, en tant que maire, nous avons des moyens pour contraindre le propriétaire de la maison à s'en occuper et à ne pas la laisser se dégrader. Néanmoins,
on a une problématique en Martinique. Beaucoup de bâtisses laissées à l'abandon. De maisons inoccupées. Et laissées à l'abandon. Et donc laissées à l'abandon. Et en même temps, on a une problématique de demande de logement qui n'est pas satisfaite sur le territoire. Donc il y a un travail à faire, y compris réglementaire, d'évolution réglementaire si c'est nécessaire, pour mettre en corrélation ces maisons qui sont vides et abandonnées sur le territoire de la ville ou de la Martinique, parce que je rappelle que c'est 20 000 sur l'ensemble du territoire martiniquais. Or, c'est 10 000 demandes de logement non satisfaites par an sur le territoire de la Martinique. Donc combien de Fort-de-France? Dont 3 000 sur le seul territoire de Fort-de-France, de demandes de logement social non satisfaites par an. Entre 3 000 et 3 500. Et donc, et 5 000. Est-ce qu'on peut encore construire sur Fort-de-France? Oui, on construit encore sur Fort-de-France, oui, absolument. Régulièrement, nous délivrons des permis de construire. Mais il y a donc une adaptation réglementaire à faire pour mettre en corrélation les logements inoccupés sur le territoire et la demande de logement. Ce qui éviterait de consommer des terres, qu'elles soient agricoles, qu'il s'agisse d'espaces verts, pour pouvoir construire, et qui permettrait, là encore, la reconquête des centres-bourgs et des quartiers de la ville, mais aussi de nos communes, parce que je ne réfléchis pas que pour la ville de Fort-de-France. Les problèmes de maisons abandonnées, de dévitalisation des centres-bourgs concernent le centre-ville de Fort-de-France, mais concernent l'ensemble des communes de la Martinique. Un petit mot, monsieur le maire, sur le transport, donc la ville de Fort-de-France, donc le TCSP, donc après quelques années, est-ce que pour vous c'est un couac? Est-ce qu'il y a échec? Non, le TCSP, on peut pas dire que c'est un couac. Il a mis beaucoup de temps à être mis en service, et on reviendra pas sur l'histoire de la mise en service du TCSP. Il a mis beaucoup de temps à être mis en service. Il est aujourd'hui opérationnel, fonctionnel, avec encore quelques interruptions liées à des incidents techniques et entre autres, et aussi à des mouvements de grève et de débrayage. Mais le TCSP, aujourd'hui, vous avez un nombre important de personnes qui laissent leur véhicule à Carrère et qui descendent au centre-ville avec le TCSP. Vous avez ou à Mao, on a les deux terminaux. Et quand vous regardez les bus et quand vous regardez les heures de pointe, vous voyez un vrai mouvement pendulaire dans le TCSP. Donc, il joue son rôle. Maintenant, il faut améliorer les choses, il faut améliorer les connexions, il faut prolonger le TCSP vers le nord, vers le Robert, il faut prolonger le TCSP vers Chelcher. Les études sont en cours sur ça, pour alimenter le campus et pour pouvoir faire en sorte que les étudiants puissent regagner le centre-ville, le sud de la Martinique ou le nord, en utilisant le TCSP et le transport collectif. Et puis, il faut renforcer le maillage entre cette épine dorsale qu'est le TCSP et les lignes urbaines de bus, de façon à ce que l'ensemble du réseau soit plus performant et donc permette aux Martiniquaises et aux Martiniquais, en particulier aux Foyalaises et aux Foyalais, de pouvoir se déplacer en transport public. Sans langue de bois, monsieur le maire, est-ce que la fréquentation aujourd'hui donc, du TCSP est à la hauteur donc, des attentes des politiques? Oui, je pense. Oui, je pense que la recette n'est pas à la hauteur. S'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de fréquentation. Non, c'est justement ça. C'est justement là qu'il y a la recette n'est pas à la hauteur des attentes, mais la fréquentation elle peut encore être améliorée. Mais la fréquentation elle est satisfaisante, je pense. Oui. D'accord. Oui, honnêtement, elle est satisfaisante. Et quand je regarde les chiffres qui nous sont communiqués, et d'ailleurs quand il y a des interruptions sur le TCSP, on voit tout de suite la frustration et l'insatisfaction. Ça peut encore évoluer dans le bon sens parce que il y a renforcé le maillage, il y a renforcé les communes qui sont desservies pour que justement les gens puissent s'arrêter plus loin et utiliser le TCSP ou le système de transport collectif. Donc il y a un gros travail à faire de régularité pour que on puisse atteindre nos objectifs qui sont d'inverser la tendance entre l'utilisation du transport collectif et l'utilisation du véhicule personnel. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Est-ce que c'est pas un transport qui est en devenir typiquement urbain? Quand vous parlez donc de prolongation vers Trinité, vous pensez que les nordistes aujourd'hui donc troqueraient le véhicule contre le TSP pour venir? Vous avez des nordistes ou des sudistes qui troquent leur véhicule contre le transport collectif. Vous avez des gens qui tout est question de régularité et de rapidité. Vous avez des gens qui laissent leur véhicule aux Trois-Îlets pour venir sur le centre en navette parce que c'est plus efficace, c'est plus rapide, il n'y a pas de problématique d'embouteillage et qu'au final, ils y trouvent leur compte.
Et si vous arrivez à coupler à ça, une mobilité douce permettant de faire le dernier kilomètre, de monter sur Cluny, si vous devez aller aux impôts ou de vous rendre à la Ménard, etc. Si vous couplez, si vous maillez bien, vous pouvez laisser votre véhicule très loin, voire à votre domicile. C'est l'objectif que nous poursuivons. Une prolongation vers Schellcher, vers Trinité, donc de l'autre sens. Donc vers Robert Trinité, oui. À l'horizon. Les études ont été lancées. Il y a un travail qui a été fait, qui a commencé à être fait sur la maîtrise foncière. Ouais. Donc, on n'a pas encore d'échéance, mais les choses devraient se mettre en branle, je pense, très rapidement. Il va falloir arracher des terres. Oui, il faut dédommager. Si vous élargissez les voies, il faut. Alors, il y a de la réserve foncière qui a été faite en direction du Robert, mais je ne crois pas que l'ensemble de la réserve foncière soit réalisée, permettant de tracer les voies. Et puis il y a quelques problématiques techniques de murs et de solidité du sol sur certains points de passage sur la route nationale. Didier Laguerre, notre invité aujourd'hui dans cette émission Les Invités de Mike, une émission réalisée donc par Peggy Ladéon, que nous saluons par la même occasion. Alors, on parlait donc tout à l'heure donc de votre participation donc dans cette nouvelle assemblée aux côtés donc de Serge Letchimy, Monsieur Salibert. Ça vous arrive d'avoir des divergences avec Serge Letchimy ? Non. J'ai à chercher, non, pas de divergence de fond. On peut avoir des approches différentes, c'est normal. On est des personnes différentes, donc on peut avoir des approches différentes, mais de divergence, non, pas pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, non. Voilà. Alors, vous êtes président de la commission des finances de la collectivité territoriale de Martinique. Ça consiste en quoi, donc, d'être commission je suis président de la commission finances et gouvernance, donc nous examinons en commission l'ensemble des projets de délibération qui concernent les questions financières, donc budget, compte administratif, décisions modificatives, exonération d'octroi de mer, l'ensemble des questions financières passent par la commission des finances, mais on examine aussi les projets de décret qui sont soumis à l'Assemblée avant d'être pris par le gouvernement, théoriquement, parce qu'il arrive très souvent que le décret soit soumis à l'Assemblée alors qu'il a déjà été adopté et signé par le gouvernement. Mais la commission, donc, gouvernance, finances et textes de l'Assemblée examine aussi ces questions-là. Et donc, on se réunit 1 à 2 fois par mois sur les questions de gouvernance, de finances de la collectivité. CTM, Ville de Fort-de-France, de collectivité. Alors, quels sont les grands projets donc, alors, on parlait d'études tout à l'heure avec le TCSP, donc pour la prolongation, mais quels sont les autres grands projets en études ou encore à venir dans les années qui... Dans les années qui viennent, sur la ville de Fort-de-France, nous travaillons sur la rénovation urbaine, nous travaillons sur le projet de construction de l'écoquartier de Cité-Bonheur qui avance bien. Nous travaillons également sur les problématiques de circulation, sur la transition énergétique, transition écologique, passer aux véhicules électriques, renforcer l'offre de bornes, créer une offre de bornes de recharge de véhicules électriques et donc aller vers ces problématiques-là. C'est également le développement touristique et le développement culturel de la ville. Au niveau de la collectivité territoriale, on est sur un projet agricole, de politique agricole permettant d'aller vers l'autonomie alimentaire et vers une agriculture qui permette aux Martiniquaises et aux Martiniquais de consommer les produits de nos terres et non pas n'importer de l'igname du Brésil ou d'ailleurs. Voilà, je ne dirais pas de Costa Rica ou du Loir-et-Cher. Ça fait mal d'importer de l'igname du Loir-et-Cher alors qu'on produit de l'igname. Donc problématique agricole, développement, innovation. Il faut développer cette production agricole. Il faut donc développer les entreprises agricoles. Il faut développer le circuit permettant aux producteurs de pouvoir vivre de sa production. Il faut donc, il y a une vraie politique agricole à mettre en place sur le territoire, une vraie politique de l'innovation à mettre en place, une vraie politique aussi du logement. Est-ce que ça passe par des négociations? Parce qu'on voit également sur des terres qui sont très souvent en jachère ou alors... Ça passe par des négociations, ça passe par... On pourrait faire de la production et ces terres ne sont pas... Ça passe aussi par un changement de paradigme. Y compris au niveau de l'État, dans la vision du développement de l'agriculture.
C'est aussi des projets sur la collectivité territoriale de Martinique. C'est aussi des projets au niveau sportif, au niveau éducatif. C'est aussi un projet fort de pouvoir développer notre pays et l'économie de notre pays, donc accompagner les acteurs économiques, mais créer les conditions de ce développement économique. C'est un enjeu extraordinaire avec des moyens qui, contrairement à ce qu'on pense, des moyens financiers qui sont relativement limités pour une collectivité qui a à faire face aux enjeux et aux problématiques d'un pays comme la Martinique. On a une problématique justement qui est venue aujourd'hui, donc en 2022, donc très très importante, qui est liée donc à l'énergie. Le président de la République est monté d'ailleurs au front. D'ailleurs, il disait qu'il va falloir qu'on arrête l'abondance. Que comprenez-vous par ce terme, abondance? J'entends le terme du président de la République. On consomme trop d'énergie fossile peut-être sur le territoire français. L'abondance, en tout cas, en ce qui nous concerne, en Martinique et à Fort-de-France en particulier, quand vous avez plus de 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, quand vous avez des coûts de la vie qui sont supérieurs de 30 à 40%, quand vous parlez en Martinique par rapport au territoire français, quand vous parlez aux gens d'arrêter l'abondance, je pense que voilà, on n'est pas dans le même monde. En tout cas, ça ne nous parle pas sur cette problématique-là. Maintenant, on a des problématiques de consommation énergétique. On a de gros efforts qui sont faits pour aller vers la transition. J'en parlais tout à l'heure, vers la transition énergétique, équiper nos bâtiments de panneaux photovoltaïques destinés à l'autoconsommation de ces bâtiments, davantage pour réduire l'impact de notre mode de vie sur notre planète et donc sur le lieu qui nous abrite. Aussi parce que nous sommes directement touchés et confrontés aux problématiques de réchauffement climatique et de montée des eaux et de vulnérabilité de notre territoire. Donc ce sont des enjeux très importants pour nous. Maintenant, l'abondance, j'ai du mal avec ce terme. Très bien. Est-ce que justement, parce qu'on parle d'énergie, la ville de Fort-de-France s'inscrit donc dans une démarche environnementale, écologique pour le futur, pour nos enfants, pour les années à venir? Absolument, oui. Absolument. Quelles sont les pistes que vous explorez au conseil municipal? Là, on a installé sur une partie du bâtiment administratif de la ville des panneaux photovoltaïques qui permettent de recharger une flotte de véhicules électriques. La ville a commencé à s'équiper en véhicules électriques et ces panneaux photovoltaïques rechargent directement les véhicules municipaux. On a lancé un appel à projet, un appel à candidature et donc on va bientôt passer les marchés pour équiper une quinzaine de sites municipaux de panneaux photovoltaïques dans cette démarche vertueuse, et on va poursuivre sur l'ensemble des équipements municipaux, passer à des bâtiments, transformer nos bâtiments en bâtiments vertueux en termes d'écologie. Alors ici on va parler de chauffage, en Martinique on va parler de climatisation. Donc mieux gérer le besoin en climatisation par la conception ou la réhabilitation de nos bâtiments. Et donc, on s'est engagé dans cette démarche-là, mais aussi engagé dans une démarche de zone à faible émission de gaz à effet de serre et de particules fines sur le centre-ville de Fort-de-France, qui va nous amener à prendre un certain nombre de mesures dans les mois et les années qui viennent. Justement, parlons-en. Donc, dans 10 ans, fin donc des véhicules et des véhicules avec les moteurs thermiques. Est-ce que, on sera prêt, on sera au rendez-vous. On sait que Fort-de-France, comme les autres villes en Martinique, on sera au rendez-vous. Vont déposer donc le côté le vroom vroom pour passer. Oui, on sera. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. On sera au rendez-vous. Les choses commencent. La CACEM, par exemple, qui est la communauté d'agglomération du centre, qui réunit les 4 villes, Fort-de-France, La Montagne, Saint-Joseph et Chelcher. On a signé une convention au niveau de la CACEM. On travaille sur des problématiques fiscales et financières. Et on a signé une convention. La CACEM s'est dotée de véhicules électriques qu'elle a mis à la disposition des 4 villes. Elle a équipé le parking du bâtiment de panneaux photovoltaïques qui rechargent des véhicules électriques. Donc là, les choses se mettent en place et je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que... 2025, pour les collectivités, c'est 25% du parc. Donc, oui, je pense que les collectivités feront l'effort. Alors, pas forcément électriques, mais véhicules propres. On est dans cette projection sur Fort-de-France? Oui, on sera au rendez-vous à 2025, oui. Vous savez qu'il y a aussi... Oui, il y a aussi, non, mais oui, c'est demain, c'est dans 2 ans. C'est comme les JO, ça arrive très vite. Ça arrive très vite, mais on sera au rendez-vous. Et il y a une vraie problématique de maîtrise aussi de nos charges. Quand vous avez un véhicule électrique qui est rechargé grâce à des panneaux photovoltaïques, vous n'avez pas de facture de carburant.
Donc, ce sont des économies de charges que vous allez faire. Donc, ce sont des investissements. Il y aura un retour sur investissement, puisqu'il faut amortir le coût des véhicules et des panneaux qui sont installés. Et donc, il y a un modèle économique qui se met en place. Et j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'on soit au rendez-vous. Très bien. Didier Laguerre, notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike. Donc, Didier Laguerre, qui est donc le premier magistrat donc, de cette ville de Fort-de-France, élu donc depuis 2014 au premier tour, deuxième élection, donc réélu en 2020, toujours au premier tour. Je le disais, donc vous êtes un petit peu l'exception. Voilà, non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a plusieurs maires en Martinique qui ont été élus premier tour aux élections en 2020 ou en 2014, non. C'est pas, je dis pas une exception, c'est c'est comme ça. Ouais. Combien de pourcentage en 2020? Je ne sais même plus. Ouais. C'est pas. Vous retenez pas. Donc, non, ce qui est important, c'est d'avoir remporté la confiance des Foyalaises et des Foyalais et de se remettre au travail tout de suite. Je me rappelle d'une chose, c'est que l'élection c'était un dimanche et que le mardi on est passé en confinement. Et que donc l'élection a eu lieu le dimanche, tout de suite on a remis les choses sur le tapis et on a enclenché le travail pour pouvoir à la fois assurer la poursuite de l'activité municipale au service de la population, mais aussi assurer le travail pour la protection et la prévention en matière de Covid. Et donc voilà, l'élection est un moment d'interaction avec la population, d'engagement mutuel entre l'équipe municipale et la population. Et une fois que l'élection est terminée, l'enjeu et l'objectif, c'est de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris et d'apporter des réponses aux problématiques de la population. D'accord. On dit qu'on ne change pas un capitaine en pleine guerre. C'était un peu ça. On était en guerre donc en 2020-2021. Donc, fallait pas changer donc de capitaine pour la ville de Fort-de-France. Ah non. Absolument pas. Mais c'est pas moi qui vais dire qu'il faudrait changer de capitaine. Non, il fallait pas changer de capitaine. On n'était pas encore en guerre au moment des élections. Ça commençait à venir, mais on était en pleine période de réflexion sur le redressement de nos comptes. En 2020, le président l'avait dit, nous sommes en guerre. Donc on était dans mais l'élection n'était pas encore. L'élection était passée. Guerre sanitaire. Mais guerre quand même. Mais l'élection était passée. Mais non, on ne change pas un capitaine en pleine guerre. On fait surtout ce qu'il faut pour tenir ses engagements et pour agir dans le sens de l'intérêt général et dans le sens de la justice vis-à-vis des administrés, en l'occurrence des Foyalaises et des Foyalais. C'est ce que nous faisons au quotidien, c'est ce que je fais et c'est ce que nous avons fait sur le premier mandat et que nous continuons à faire sur le second avec une équipe renouvelée aussi, parce qu'on a quand même renouvelé pas mal on a suivi la transition, on a un certain nombre de collègues, de camarades qui ont souhaité arrêter leur engagement parce que ça faisait 15 ans, 20 ans qu'ils donnaient. Et donc, on a de nouveaux camarades qui sont venus renforcer l'équipe et ça fait une équipe qui est relativement cohérente, soudée et qui entend faire face aux défis que la vie place sur notre route, tout simplement. Ça, c'est paradoxal de ton nom. Aujourd'hui, on parlait donc de camarades. Oui. Oui. Ah bon, oui, mais je les considère comme des camarades, des collègues. Nous partageons des choses. D'accord. Oui, voilà. Très bien. Alors, revenons donc dans le sérieux. Monsieur le maire, il y a eu donc sur 2020-2021, donc jusqu'à début 2022, donc cette crise sanitaire qui a fortement secoué la Martinique, y compris donc la ville de Fort-de-France, puisque de cette crise sanitaire, on a débouché sur une crise sociale, économique. On a appris, vous avez appris donc de cette crise, beaucoup appris. Ben oui, on apprend toujours de ces moments difficiles. C'est vrai que la période de Covid et la crise Covid a été un moment dur, difficile. On a appris du besoin de l'impérieuse nécessité de cohésion, de se rencontrer, d'échanger. Et lorsque on a coupé tous les liens entre nous, on s'est vite rendu compte que les choses se tendaient. On a appris beaucoup aussi des attentes de la population et du regard de la population. Et donc oui, on a appris aussi beaucoup de la défiance vis-à-vis de l'État
et vis-à-vis de la parole publique d'une façon générale. Il faut en tenir compte, il faut le prendre en compte, de façon à renforcer les liens qui nous unissent et qui permettent à cette société de pouvoir fonctionner et se développer. Donc oui, on a beaucoup appris mutuellement les uns et les autres. Aujourd'hui, en politique, il faut communiquer autrement. Aujourd'hui, en politique, il faut communiquer autrement. Il faut en permanence rester en contact. Il faut aussi en permanence expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on peut le faire, pourquoi on peut pas le faire, où on va. Il faut en permanence être dans le dialogue. C'est la grosse erreur donc de la crise sanitaire donc pour l'État en général. Je pense que oui, on a souffert de problématiques de concertation, d'explication. On a eu des défaillances assez fortes en termes de communication. Ouais. Pendant cette crise, on a vu des institutions, l'État communiquer chez nous avec des messages qui ne touchent pas leur cible. Ouais. Avec des vecteurs qui correspondent pas et on s'est fait déborder par les institutions et en particulier l'État s'est fait déborder par les réseaux sociaux. La vaccination, par exemple. Avec la vaccination, en est un exemple criant. Ouais. L'État s'est fait déborder, les institutions en termes de communication se sont débordées sur les réseaux sociaux parce que voilà, c'est des méthodes, c'est des techniques de communication qui ne sont pas que les institutions utilisent mal, en tout cas moins bien que ceux qui sont dessus. Et donc, ça a appris. Et d'ailleurs, on a vu la communication de l'État évoluer en Martinique au fur et à mesure parce que, ils étaient complètement à côté de la plaque. Donc, on a appris ça. Et puis, on a, je pense aussi, appris que aujourd'hui, plus qu'hier, l'heure est à la co-construction. En tout cas, c'est ma conviction. L'heure est au dialogue, au partage. L'heure est à faire avec les gens et non pas à faire pour les gens. D'accord. Et ça, pour moi, ça c'est fondamental. D'où des conseils, il faut y aller, qui sont mis en place et qui ont été mis en place depuis la première mandature dans les quartiers de Fort-de-France, avec des forums, des échanges. Les conseils de quartier où vous allez à l'encontre des... Je vais à la rencontre des administrés, les élus, les associations, les acteurs du quartier. Vous participez à tous ces conseils de quartier? Pas tous, mais les élus y participent. Je participe à un certain nombre d'entre eux, mais je peux pas participer à tous les conseils. Bon, parfois, on en a 2-3 en même temps, la même semaine et des fois la même soirée. Fin de semaine dernière, on en avait un sur un quartier Clairière où les élus se sont rencontrés, se sont réunis avec la population, discuter des problématiques du quartier, des enjeux prioritaires. Nous, en tant que institution, on peut avoir une vision des enjeux prioritaires d'un quartier. La population peut avoir une autre vision. Comment on les met en relation, comment on les fait matcher et comment on les traite. Et au final, comment on accompagne cette population dans son épanouissement, dans son quartier. Sur les services régaliens de l'État, donc un petit mot. Alors, on a vu avec la crise sanitaire, Monsieur le maire, donc la santé en Martinique, l'État, donc le délabrement, donc par exemple, l'état difficile de l'hôpital, un hôpital en difficulté dans sa partie hôtelière. Par exemple, des centres, il faut repenser, il faut revoir, il faut réinvestir. L'État, le pouvoir régalien. Il faut pas repenser, il faut pas repenser, il faut mettre les moyens. Il faut déjà mettre les moyens en termes d'équipement. Sanitaire, donc en termes de reconstruction du pôle hôtelier de l'hôpital, du centre Imaventuraal. Il faut que l'État réinvestisse. Oui, c'est une compétence régalienne de l'État, donc il faut qu'ils mettent les moyens. C'est une première chose. Vous en faites à travers l'hôpital. C'est la collectivité de Fort-de-France. Nous faisons tous la demande. Nous faisons tous, le peuple martiniquais fait la demande. La collectivité territoriale, mais c'est une compétence de l'État. Je veux dire, donc l'État doit se rendre compte qu'il y a un problème sur les hôpitaux. Donc c'est une discussion qui est entamée entre les élus, parlementaires, élus locaux, maires des communes d'implantation des hôpitaux de la Martinique sur la reconstruction. Et nous avons pris l'engagement. Il faut d'autres hôpitaux en Martinique aujourd'hui? Il faut reconstruire un certain nombre d'hôpitaux. L'hôpital de Trinité, l'hôpital du Saint-Esprit, on a 10 hôpitaux. On a l'hôpital de la Mina et le PZQ, comme on appelle, Pierre Dakitman. On a Mango-Vulsin. Et on a des hôpitaux. Mango-Vulsin. Oui. Mais l'hôpital. Non, mais l'hôpital de Trinité, mais l'hôpital du Saint-Esprit.
vous avez aussi, donc vous avez une problématique. Je ne parle pas des Ventura, qui accueille des personnes âgées, qui est dans un état difficile. En termes de, qui est dans un état difficile. Ce qui n'enlève rien à la qualité des soins dispensés, mais en termes de bâtiments, ce qu'on appelle la structure hôtelière est complètement dépassée. Donc il y a de vrais investissements à faire, et c'est de la responsabilité première de l'État. Alors qui doit accompagner l'hôpital, mais c'est de la santé publique et une compétence régalienne de l'État, qui n'est pas une compétence de la ville ou de la 7e. Donc, il y a ce travail-là, mais il y a aussi un travail en termes de santé publique. Et là, on a une coopération, là, on a une interaction entre collectivités locales, villes, CTM, et services de l'État, ARS et État en particulier. Il y a une problématique de désert médical sur le territoire de la Martinique. Et quand je dis de désert médical, on pense tout de suite que oui, c'est dans les quartiers, dans le Grand Nord. Non, vous avez une problématique de désert médical, y compris à Fort-de-France. Et si vous voulez un rendez-vous avec un spécialiste, vous êtes parti pour des mois, plus de 6 mois, pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. C'est pas normal. Ou alors vous prenez l'avion. Et donc on va se retrouver dans la situation où ceux qui peuvent vont prendre l'avion et vont venir pour avoir des soins sur le territoire français, et ceux qui ne peuvent pas. Et donc là, on va se retrouver à nouveau avec un système à 2 vitesses. Et ça, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Donc, il y a une vraie problématique en termes de santé publique sur le territoire martiniquais, c'est celui que je connais. Et donc, il faut relever ce défi-là si on veut assurer une égalité des citoyens. Un autre problème, puisqu'on parle des services régaliens donc de l'État, sécurité, Fort-de-France, il faut augmenter donc l'effectif dans les commissariats. Sécurité, comment je vais dire ça? C'est un problème criant quand même sur Fort-de-France. On voit, on lit. Oui. C'est un problème. C'est comme partout, mais bon. Non, c'est un problème criant sur la Martinique. Oui. Vous avez un problème de trafic de stupéfiants. Vous avez un niveau de délinquance. Vous en êtes à plus de 20 meurtres. Alors, stupéfiants et d'armes. Et armes, oui. Vous en êtes à plus de 20 meurtres depuis le début de l'année. Je ne parle pas du nombre de tentatives de meurtre. Il faut une réponse. Là encore, on est sur une compétence régalienne de l'État. Alors oui, le maire a une police municipale. Oui, le maire va avoir une police de proximité. Mais là, on parle de trafic d'armes, on parle de trafic de cocaïne. Donc là, on est sur la compétence sécurité pure de l'État. Et sur ça, la réponse n'est pas suffisante. Alors, il y a des choses qui ont été faites. La ville a signé un contrat de sécurité intégré pour améliorer le fonctionnement, les relations et aussi augmenter le nombre les effectifs sur le territoire de Fort-de-France qui est en zone police avec le Lamentin. Mais on est encore loin de couvrir le besoin. On est encore loin de couvrir le besoin à la fois sur, on va dire, la sécurité publique et la sécurité du quotidien. Et là, on parle de lutte contre du trafic organisé, donc du grand banditisme. Et on a besoin de renforts de moyens de police, on a besoin de renforts de moyens de justice. Ben oui. On a l'impression, monsieur le maire, que il faut à la fois enquêter. Et puis derrière, quand vous avez enquêté, il faut traiter. Parce que si vous ne traitez pas, vous revenez à la case départ, et on est confronté à cette problématique-là. Et on l'a sur le territoire de Fort-de-France, Lamentin, mais on l'a sur l'ensemble du territoire de la Martinique. Et aujourd'hui, on a aussi besoin de renforts. Alors, on a un radar qui doit être installé, mais on a besoin de renforts pour contrôler l'accès aux côtes martiniquaises. Mais je pense que le problème est le même en Guadeloupe. De même qu'on a besoin de moyens de contrôle de ceux qui sortent de la Martinique. Parce que si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir faire transiter votre marchandise, votre drogue sur le territoire martiniquais pour la réexpédier sur le territoire français et sur le territoire européen, si vous n'avez pas la possibilité de la réexpédier, vous n'aurez plus l'intérêt à la faire transiter par la Martinique. Donc, il faut à la fois contrôler l'entrée, mais il faut aussi contrôler la sortie. Donc, la question des mules et la question de l'utilisation des conteneurs qui quittent le port et qui vont transporter on va dire à l'insu de leur plein gré, de la marchandise, de la cocaïne, de la drogue. Donc il y a un travail de fond qu'il faut amplifier si on veut mettre un frein à ça. Et on a également un trafic d'armes de guerre qui
qui est venu au grand jour lors des émeutes de novembre, librement, en Bafeil, mais librement, librement en Bafeil. Aujourd'hui, tout le monde peut s'armer avec une arme de guerre très facilement. Vous avez très facilement, c'est encore un peu comme, mais vous avez un trafic d'armes, d'une certaine puissance. Lourde. D'armes lourdes, voilà, oui, certaines. Vous avez un trafic d'armes qui se fait en Martinique. Et ça, on peut pas stopper ça dans un petit pays comme la Martinique? Mais bien sûr qu'on peut stopper ça. Il faut mettre des moyens, c'est tout. Ouais. Il faut mettre des moyens de contrôle. Alors, vous n'allez pas le stopper simplement en disant je veux stopper. Quand vous avez la possibilité, il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Hein. Vous avez la possibilité de prendre un bateau, de faire 30 km au large avant un point de rendez-vous GPS, de bascule et de rentrer sans que personne ne vous demande quoi que ce soit. Vous pouvez dire je veux stopper, mais la réalité c'est que vous ne stoppez rien. Donc ça veut dire qu'il faut des moyens de contrôle des côtes, il faut des moyens de contrôle des entrées et sorties par la mer. Il ne faut pas oublier que la Martinique c'est une île. Il faut une police coopérative avec les îles aux alentours. Il faut aussi une coopération avec les îles aux alentours, mais il faut il faut des radars orientés vers ce type de contrôle-là et pas orientés vers un contrôle à plusieurs centaines de kilomètres. Donc il faut structurer c'est le travail qui doit être fait, qui a commencé à être fait, mais qu'il faut qu'on amplifie, structurer les outils dont nous disposons. On a en face de nous des gens qui sont imaginatifs, on a en face de nous des gens qui sont évolutifs, et donc on ne peut pas avoir des systèmes qui ne soient pas souples, qui ne soient pas agiles, et qui ne soient pas, et qui sont très structurés, et qui sont financés. Ouais. Donc, si nous, en face, on n'est pas agile, pas souple, et que on ne s'adapte pas, et qu'on prend des années à s'adapter, on aura du mal à stopper, que ce soit le trafic de stupéfiants, que ce soit le trafic d'armes, que ce soit le trafic d'êtres humains aussi, parce qu'on est confronté à cette problématique d'immigration clandestine qui s'apparente pour beaucoup pour du trafic d'êtres humains, où on fait venir des gens qu'on va exploiter sur le territoire de la Martinique. Alors, constat d'échec, quand on voit ça, ça veut dire que l'État a perdu, l'État a perdu donc tout pouvoir. L'État n'a pas perdu. Non, il faut pas non plus dire que l'État dans l'émission. Mais quand vous dites qu'il faut stopper, il faut plus de moyens. Si on met pas les moyens, c'est de quelque part. On veut que les choses à Marseille, délibérément continuent. À Marseille, on a mis 1,5 milliard. Ouais. À Marseille, on a mis l'an dernier 1,5 milliard sur les problématiques de trafic et de stupéfiants. Donc l'État ne perd pas pied. Il faut pas dire que l'État perd pied. Par contre, l'État doit se donner les moyens de ses ambitions, à savoir mettre un coup d'arrêt à ce type de trafic et mettre un coup d'arrêt au grand banditisme que ça génère. Si on veut le faire, il faut se donner les moyens. Si on ne se donne pas les moyens, on va leur courir après. Mais on n'est pas dans un pays de non-droit, pas plus en Martinique qu'ailleurs, pas plus en Martinique qu'à Paris ou qu'ailleurs sur le territoire. On est confronté à des problématiques de sécurité, on est confronté à des problématiques de trafic. Et donc c'est à nous, puissance publique, de nous donner les moyens de mettre un terme et de lutter contre ces trafics-là, tout simplement. Vous parlez d'immigration. Selon vous, c'est l'immigration qui amène cette insécurité? Non, pas du tout. J'ai pas dit ça. Non. J'ai pas dit ça. Ce sont les partis politiques. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai surtout pas dit ça. J'ai dit, on a des problématiques de trafic de cocaïne, on a des problématiques de trafic d'armes, on a des problématiques de trafic humain. D'accord. Très bien. Donc, l'immigration. Non. De trafic humain, c'est-à-dire que de personnes qu'on va exploiter. D'accord. Donc on va exploiter les conditions difficiles chez eux pour les exploiter, non pas à leur bénéfice, mais au profit de ceux qui mènent ces trafics-là. Et donc on est confronté à ces problématiques-là aussi, sans que ce soit les immigrés qui apportent ni la cocaïne ni la drogue. Je suis même persuadé que la cocaïne ne rentre pas et les armes de guerre ne rentrent pas par le canal de l'immigration clandestine qu'on a sur le territoire. Donc, si on veut faire face à ça, il faut s'organiser, il faut se structurer pour pouvoir s'adapter aux outils qui vont être utilisés. Les canaux ne sont plus, les modes d'approche du territoire ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans. Les modes de défense ne peuvent pas être les mêmes. Très bien. Un petit mot sur l'immigration, quand même, sur Fort-de-France. Vous êtes très fortement touché par rapport au reste de la Martinique. On est fortement touché, oui, par une forme d'immigration clandestine. Ouais. Nous, on va être concernés par une immigration clandestine qui vise des activités urbaines.
Le nord, en particulier de la Martinique, va être concerné par une immigration clandestine qui vise les activités rurales et les activités agricoles. Ouais. Donc, c'est une problématique qui se pose sur le territoire de la Martinique. Les prestations de services et le BTP. Ouais, le BTP aussi. Ouais. On a les moyens d'arrêter de stopper cette immigration. Oui. Pourquoi? Mais ça veut dire que quelque part, le Martiniquais, il ne veut pas travailler à bas coût et on est obligé donc de faire appel à une main-d'œuvre. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec cette approche qui consiste à dire on est obligé de faire appel à une main-d'œuvre à bas coût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va exploiter des gens sous prétexte que dans leur pays ils vivent des situations difficiles. On va exploiter des frères caribéens parce que dans leur pays ils vivent des situations difficiles. Non, il n'y a pas de raison. Pourquoi les embaucher alors? Parce qu'on est bien sûr de l'exploitation, on est bien sûr, c'est mieux ce que je dis, on est sur de l'exploitation humaine. D'accord. Et c'est ça qui pousse à ça, parce que c'est la recherche du profit. Mais la recherche du profit ne doit pas se faire au détriment de l'être humain. D'accord. Qu'il soit martiniquais ou originaire de la Caraïbe, ou d'ailleurs, pas plus en Martinique, sur le territoire français. Et donc il faut traiter ces problématiques-là au fond. Et il ne faut surtout pas avoir un discours qui consiste à dire nos problématiques de sécurité viennent de problématiques d'immigration. C'est faux et archi faux. Le trafic organisé, il n'est pas organisé par des immigrés qui ont pris des canaux pour traverser la mer et débarquer chez nous. C'est pas vrai. Il est organisé par des gens bien structurés. Et d'ailleurs, pour pouvoir organiser le trafic à ce niveau-là, il faut avoir un savoir-faire, il faut avoir des compétences qu'on met au service d'un commerce illicite. En même temps, donc justement, ces trafics illicites, illégaux, donc un petit peu sur la Martinique, sont en place donc depuis quelque temps. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est un peu comme, je sais pas, c'est un peu comme l'herbe. On laisse fumer parce qu'on n'y arrive plus. Non, pas du tout. Non, on n'arrive pas à stopper les trafiquants, donc du coup, on les voit. Ils sont en bas de chez nous, ils sont en bas de chez vous. Mais ils sont partout. Quand on n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'on fait? On parle de deal. Il y a une semaine, on a intercepté 1,3 tonne de cocaïne. De cocaïne, ouais. Qui naviguait aux alentours de la Martinique. Donc il ne faut surtout pas dire et avoir le sentiment que non, on laisse faire et qu'on laisse filer les choses. Temps, on dit maintenant, quand on prend 1 tonne, il y a 10 qui passent. Oui. Maintenant, on est confronté à une vraie problématique de consommation, une vraie problématique de trafic structuré et organisé. Donc, je le répète, si on veut arriver au bout de cette affaire-là, il faut être particulièrement agile. Il faut être aussi agile que les trafiquants qui s'adaptent aux contraintes qu'on leur met. Tout simplement. Et donc, si la preuve, c'est qu'on met des moyens, on renforce des effectifs, on fait venir des bateaux, on met des radars, etc. Mais je dis, si on n'a pas la souplesse, l'agilité et la rapidité d'action que eux, ils vont avoir, d'ingénierie et d'inventivité aussi, on va toujours leur courir après. On aura toujours un train de retard. Et ce train de retard va laisser penser qu'il ne se passe rien, que rien n'est fait. Alors que non. Vous savez combien de personnes travaillent, par exemple, sur la ville de Fort-de-France sur les problématiques de sécurité? On a près de 200 agents qui travaillent sur les problématiques de sécurité à Fort-de-France. Au quotidien. On a 55 policiers municipaux à Fort-de-France. Ouais. Maintenant, c'est pas la police municipale de Fort-de-France qui va pouvoir lutter contre le trafic d'armes et le trafic de cocaïne. Elle a son rôle à jouer en matière de police de proximité. Elle a son rôle à jouer. Mais vous avez ville, État, collectivité, vous avez des moyens qui sont déployés. Maintenant, ils sont insuffisants. Ils sont pas toujours bien orientés. Ils sont pas toujours bien exploités. Et donc, il y a à travailler sur ça. Et d'ailleurs, nous avons... Elle est armée, votre PM? Absolument. Ouais. Absolument. C'est votre volonté donc de... Elle était armée. Si elle n'était pas armée, elle serait armée. Elle est armée, gilet pare-balles, tafon, flashball et pistolet. Ouais. Donc oui, elle est armée. Nous avons, face à cette problématique-là, les élus de la Martinique, parce qu'on pense aussi souvent, il faut qu'on sorte des idées reçues. On pense insécurité, problématique de sécurité en Martinique, trafic, Fort-de-France. D'accord. Alors, vous parlez donc de 55 policiers municipaux. Oui. Commissariat, combien d'agents pour la ville de Fort-de-France? Le commissariat de police nationale. Oui. Je préfère laisser l'État donner les chiffres des effectifs de police nationale. Largement insuffisant?
Insuffisant, oui. Oui. Très largement. Insuffisant. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Le préfet n'était pas d'accord, mais ils sont insuffisants. Ce que je veux dire surtout, c'est que on a des réflexes insécurité Fort-de-France. Et puis on s'est rendu compte, c'est en 2022 que non, tout le monde est concerné, toutes les communes sont touchées, et que c'est un problème martiniquais, c'est pas un problème, faut y aller. Et d'ailleurs, nous sommes réunis entre élus à l'initiative de la CTM, nous sommes réunis sur ces questions-là pour porter un certain nombre de revendications et pour construire une politique de sécurité martiniquaise. Au niveau du territoire martiniquais, la ville de Fort-de-France porte sa politique de sécurité, celle du Lamentin, celle de Chelcher, celle de Saint-Joseph. Il nous faut construire une politique et une stratégie martiniquaise, parce que votre délinquant, il passe de Fort-de-France à Chelcher, à Grand-Rivière, où je ne veux pas citer de commune, pour qu'on ne dise pas que le maire a dit que 6 amis, mais en fait, il va partout, le délinquant. D'accord. Donc, il faut une coopération intercommunale aujourd'hui. Il faut une stratégie territoriale, il faut une coopération avec l'État, il faut une coopération avec nos pays voisins, il faut des accords internationaux. Voilà, il y a une vraie stratégie à construire, mais surtout, je répète, pour moi, c'est le plus important. Inventivité, agilité, réactivité. En même temps, monsieur le maire. Sinon, vous n'y arrivez pas. Ça fait des années, des décennies qu'on en parle, donc, de cette stratégie. Ouais. Ça fait mais oui, non, mais je vous pose la question. Non, mais prostitution. Vous êtes en place, donc je vous pose la question. Prostitution, le plus vieux métier du monde. Oui. Donc, il faut aussi qu'on intègre que ça fait partie des travers humains. Elle est encore visible à Fort-de-France, trop visible d'ailleurs, cette. Oui. Mais je dis que ça fait partie, non pas clandestine, la prostitution est légalisée. Oui. C'est la prostitution. Oui, légalisée. Mais le proxénétisme, la prostitution est organisée. C'est le proxénétisme qui est interdit et c'est le client. Donc aujourd'hui, vous voulez lutter contre la prostitution, il faut saisir la transaction en flagrant délit. Oui. Ça veut dire qu'il faut être dans la chambre. Et concrètement, ça veut dire qu'il faut être dans la chambre. Je parle avec une prostituée, rien ne vous dit que je suis en train d'avoir recours à ses services. D'accord. Elle peut me vendre ses services. Moi, j'ai pas le droit de les acheter. Bon. D'accord. Mais elles sont là pour autant. Elles sont là pour autant. Pour matérialiser le délit, il faut saisir la transaction. Pour saisir la transaction, il faut être dans la chambre. Donc, vous vous rendez compte de la difficulté que vous avez là? Mais monsieur le maire, vous le voyez quand même, on le sait, ces pauvres filles qu'on retrouve donc, sous les bas-côtés, sous les trottoirs, donc le soir à Fort-de-France, elles ne sont pas martiniquaises, on le sait bien. Ah, certaines, oui. La plupart, elles sont pas martiniquaises. Certaines, oui. On peut les renvoyer. Vous ne vous renvoyez pas la personne. Je vous dis que la prostitution, n'est pas interdite. Vous renvoyez quelqu'un pour cause de prostitution. Elles ne sont pas martiniquaises. C'est juste pas possible. On le voit, elles ne sont pas martiniquaises. Donc, si elles sont... c'est comme en France, vous rentrez dans toute illégalité donc, dans le pays... En plus, et vous voyez les difficultés que vous avez à renvoyer sur le territoire français les gens chez eux, d'accord? Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Justement, pour que ça soit aussi simple que ça, il faut se donner les moyens, il faut assouplir les choses, il faut en faire un objectif. Et je répète, les problématiques de prostitution, de drogue, aujourd'hui on parle de cocaïne, une époque c'était l'héroïne, vous avez les problématiques d'ecstasy, de drogue de synthèse, etc. Ça fait partie des travers humains. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, oui, mais ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'on en parle. Non, mais on en parlera dans 20 ans. Parce que le trafiquant... On a l'impression que ça s'amplifie avec le temps. Non, le trafiquant, il va s'adapter à ce que vous allez faire aujourd'hui. Oui. Et ce que vous allez faire aujourd'hui, il sera valable pendant quelques mois, quelques années, mais il sera pas valable. C'est pas une cathédrale que vous avez construite. Notre-Dame a brûlé. Donc même la cathédrale, elle n'est pas là de façon immuable. Donc vous devez vous adapter et c'est une conce en permanence. C'est le bateau qui a un trou et que vous videz en permanence. Si vous arrêtez de le vider, il coule. Donc il faut vider en permanence. Et donc là, sur les problématiques de sécurité, vous avez un travail à faire en permanence. Vous avez la politique de la ville, vous avez de la prévention à mener vis-à-vis des gamins, des enfants, des jeunes. Vous avez ce travail-là à faire. Vous avez à adapter cette prévention-là à la concurrence que vous avez des nouvelles technologies, par exemple. Donc, vous ne pourrez pas faire de la prévention, faire de l'éducation comme vous la faisiez il y a 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Et donc, il faut s'adapter en permanence. Prévention, éducation, culture, répression.
Alors, un petit mot, monsieur le maire, donc, sur la démographie donc de Fort-de-France, donc une ville qui perd. Oui, une ville qui perd de la population. Dans la diminution de la population a ralenti ces 2 dernières années, une population vieillissante. Un pays, la Martinique, qui perd... en population et qui vieillit, une population vieillissante aussi. Alors, on a perdu, aujourd'hui, on est 354 000. On perd entre 4 et 5 000 habitants par an depuis quelques années sur la Martinique. C'est une problématique martiniquaise qui est accentuée à Fort-de-France. C'est le centre urbain. Donc, aussi, parce que, bon, on replace pas les choses dans leur histoire, dans leur contexte. Fort-de-France voit sa population augmenter, à la fin des années 50, à la période de la fermeture des usines et donc de l'exode. Et vous avez donc une population qui vient des communes martiniquaises, qui vient des mornes, comme on dit, et qui s'installe à Fort-de-France. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez une partie de cette population qui est arrivée à un certain âge. Oui, il y avait la stratégie Césaire qui a attiré aussi fortement. Non, pas qui a attiré, qui a accueilli. Accueilli. Enfin, non. Mais si on vous installe, qui a accueilli. On va pas revenir sur l'historique, mais les traînelles, les quartiers. Qui a accueilli parce que vous avez une population qui vivait de l'agriculture, qui vivait de l'industrie sucrière dans les campagnes. Cette industrie sucrière s'arrête et cette population se retrouve démunie. Donc, elle va automatiquement retourner vers la ville, vers le centre, pour venir y chercher de quoi travailler, de quoi se nourrir. Et donc, la nécessité était d'accueillir ces populations qui se sont installées sur le territoire de Fort-de-France et qui, fin des années 80, début des années, surtout les années 90, cette population qui a commencé à retourner. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes qui, de Volga, de Trinel, de Texaco, qui ont leur maison sur ces quartiers et qui sont retournés dans leur commune d'origine pour goûter leur retraite méritée. Et donc, vous avez ces mouvements de bascule. Vous avez un mouvement structurel de vieillissement et de diminution de la population martiniquaise qui donc est un enjeu pour nous au niveau martiniquais, faire face pour arrêter l'exode et l'exil de notre jeunesse, faire revenir ces jeunes qui sont partis faire leurs études. Pour les faire revenir, vous avez à agir sur plusieurs paramètres. Quel premier levier vous appuyez vous avez la question de la formation, vous avez la question de l'attractivité, vous avez la question du développement économique, de l'offre en direction de ces jeunes. Vous avez l'accompagnement à l'investissement de ces jeunes qui sont partis et qui, pour certains, veulent investir, veulent revenir chez eux. Donc, l'accompagnement au retour et l'accompagnement à l'investissement, il n'y a pas un levier qui fera que, hop, on va régler le problème. Non. Je vous donne un cas précis. Il y a une série de paramètres sur lesquels il nous faut agir pour permettre à cette jeunesse de revenir sur son territoire et dans son pays. Je vous donne un exemple précis, monsieur le maire. Donc, un cas concret. Un jeune qui quitte la Martinique à 18 ans, qui part qui vient donc en métropole donc poursuivre ses études, des études de médecine par exemple. Vous pensez qu'un jeune médecin, il devient médecin donc à 28-30 ans, il gagne bien sa vie ici en métropole. Vous pensez que vous avez donc cette attractivité pour le faire revenir s'installer à Martinique? Oui, je pose la question. C'est un très bon exemple. Pendant la crise sanitaire, on a observé qu'il y avait. On est toujours persuadé, on a nous-mêmes tendance à dire oui, c'est pas bien chez nous, il va être moins bien payé, il va peut-être être moins bien payé, mais il va avoir une autre qualité de vie, je suis désolé. Et vous prenez tous ceux qui viennent justement s'implanter pendant 2 ans, 3 ans sur le territoire de la Martinique, ils viennent chercher quoi? Ils viennent chercher des surrémunérations et ils viennent chercher une qualité de vie. Et elle est réelle, cette qualité de vie. Donc, on a découvert pendant la crise sanitaire, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de jeunes médecins martiniquais qui étaient venus s'installer. Il faut aussi que vous puissiez développer l'offre médicale permettant à ces jeunes médecins de pouvoir s'installer. Il faut aussi développer, on a un CHU, un hôpital universitaire, il faut donc développer la recherche permettant à ces jeunes médecins de faire leur internat en Martinique et de pouvoir s'installer. Donc, il y a si on prend le cas des médecins, il y a tout un environnement à créer pour justement faire en sorte que ces jeunes médecins puissent revenir combler le besoin. Sinon, de toutes les façons, vous avez un besoin médical. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire venir des médecins d'ailleurs. Et donc, toute la question... de Cuba ou de... Je n'ai rien contre les médecins, de Cuba d'ailleurs, ou de Belgique ou de n'importe où. C'est d'ailleurs ce que fait la France.
Ouais. C'est d'ailleurs ce que fait la France. Les formations sont les mêmes? C'est d'ailleurs, oui. À partir du moment où vous avez. Est équivalent? Pourquoi pourquoi il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête déjà de se dire qu'on est les meilleurs du monde. Les peuples cubains, belges, européens sont moins bien soignés? Non, pas forcément. Donc, vous avez des équivalences sur les diplômes, vous avez un savoir-faire, pourquoi pas? Moi, je connais des gens, vous parlez de ça, moi, je connais des gens qui partent à Saint-Domingue pour des problèmes dentaires. À Saint-Domingue. Dans la Caraïbe, là, pas très loin. D'accord. Pour des problèmes dentaires. Oui, peut-être que les coûts sont peut-être moins chers. C'est pas qu'une question de coût. Ouais. C'est une question de coût, c'est une question de coût, c'est une question de technicité, parce que même pour des coûts moins chers, c'est vos dents, donc c'est votre bouche, quoi. Je veux dire, si c'est pas bien fait, si c'est pas bon, voilà, ça se développe pas. Et c'est une question aussi de rapidité, d'accès. Donc, il nous faut créer les conditions pour que nos jeunes, donc il faut développer le pôle universitaire de santé pour la formation, il faut développer les conditions d'accueil, il faut développer l'offre, il faut aussi poursuivre le cursus de formation qui leur permet de commencer leur médecine et donc d'augmenter le nombre de jeunes Martiniquais qui vont embrasser des études de médecine parce que on facilite, y compris en augmentant le numerus clausus qui permet de former davantage de jeunes Martiniquais. Et donc, à partir de là, vous allez augmenter le panel de médecins martiniquais. Et donc, du coup, vous allez augmenter le panel de médecins martiniquais qui restent en Martinique. Et voilà. Et donc, et on prend cet exemple-là. On peut prendre l'exemple de l'enseignement. Ouais. On peut prendre l'exemple de l'enseignement où vous avez des jeunes Martiniquais qui vont faire des études et qui vont avoir toutes les peines du monde à rentrer enseigner en Martinique. Bien que le concours soit national, vous avez une vraie problématique de diminution de la population. Vous avez une vraie problématique de vitalité de cette population et donc un vrai besoin d'avoir des politiques familiales différenciées. D'avoir des politiques familiales différenciées pour lutter contre cette diminution de la population. Vous ne pouvez pas appliquer pouvez pas appliquer à la Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni, 4000 naissances sur une année. D'accord? Une ville. 4000 naissances sur une année. Vous ne pouvez pas lui appliquer la même politique familiale que la Martinique où le nombre de naissances par femme est juste inférieur au taux de renouvellement de la population. Donc, il faut avoir des stratégies différenciées. Il faut aussi déterminer les secteurs dans lesquels on veut que nos jeunes. Je reste persuadé et convaincu que tout ce qui est technologie, innovation est un vecteur du développement économique de la Martinique de l'avenir et un vecteur qui attire nos jeunes et qui attire les jeunes d'une façon générale. Donc, il faut avoir des stratégies, ce que nous avons commencé à faire, ce que moi je fais en tant que maire de Fort-de-France, avoir des stratégies d'accompagnement et de développement de l'écosystème de l'innovation et du numérique pour que nos jeunes qui sont partis faire des études, qui sont confrontés à un mode de vie, puissent être attirés et avoir envie de revenir s'implanter chez eux. Et par exemple, accompagner, je prendrai cet exemple-là, accompagner... Accompagner comment? Par des politiques publiques mises en œuvre. Par exemple d'accompagnement, je vais vous prendre un exemple, accompagner un centre de formation au micro-soudure et aux techniques de réparation des cartes mères. Il y a un CFA numérique qui s'implante sur le territoire de la Martinique, accompagner ces deux jeunes Martiniquais, deux jeunes Foyalais en l'occurrence, dans la recherche de local, dans leur conventionnement, dans le soutien de leur activité, dans la mise en œuvre d'un environnement favorable au développement de leur centre de formation. Et donc, au final, leur permettre de former et de réussir en Martinique plutôt que d'aller s'implanter ailleurs où ils vont trouver les conditions pour ensuite venir ouvrir une succursale sur Fort-de-France. Il faut arrêter donc de faire croire à cette jeunesse martiniquaise que l'Eldorado est ailleurs ou par exemple en France. Il faut arrêter de leur faire croire ça. Il faut arrêter de leur faire croire que rien n'est possible chez eux. On va pas développer notre pays en partant du principe et en rabâchant sans cesse que rien n'est possible chez nous. Au contraire, aujourd'hui, la Martinique, parce que je suis martiniquais, mais je pense que la Guadeloupe aussi, la Guyane aussi, nos pays disposent du potentiel permettant de se développer. Nos pays disposent des capacités et du potentiel permettant à notre jeunesse de s'y épanouir. À nous d'accompagner cette transition. À une époque, c'était l'économie de la matière première, la canne à sucre, la banane, etc. Aujourd'hui, les choses ont changé. On est passé à l'économie de service. Aujourd'hui, les choses sont en train de bouger et c'est à nous d'accompagner cette mutation et de faire en sorte que notre jeunesse puisse prendre le relais et puisse
puisse s'épanouir et se développer chez elle. Il faut surtout pas lui dire que rien n'est possible et que donc il faut fuir pour venir. Sinon, on arrivera au résultat inverse, c'est-à-dire que pendant que nous, on va dire à notre jeunesse, rien n'est possible chez vous, il faut partir, d'autres vont venir prendre la place. Monsieur le maire. Et ça, c'est normal et naturel, c'est la loi de la vie. Ce sera ma dernière question. Vous qui êtes donc le premier magistrat donc, de la ville de Fort-de-France, est-ce qu'aujourd'hui, donc, vous vous inscrivez donc, avec votre ville, votre municipalité, donc, dans une gouvernance caribéenne avec tous les pays donc, caribéens, donc la Martinique, la Guadeloupe, on parlait de la Guyane. Il faut aujourd'hui une coopération inter-îles pour qu'on puisse vivre différemment et autrement. Enfin, Sainte-Lucie est plus près de Fort-de-France que Paris. Oui. D'accord ? Oui. Donc, on ne peut pas indéfiniment tourner le dos à notre réalité géographique. D'accord. Donc, il nous faut travailler, coopérer avec les pays, nos voisins de la Caraïbe. D'accord. Ils ont des choses à nous apprendre, nous avons des choses à leur apprendre, nous avons à nous enrichir mutuellement. De la Caraïbe, la petite Caraïbe, comme de la grande Caraïbe. C'est une démarche qui a été initiée par Serge Letimi, pendant que nous étions à la région entre 2010 et 2015, d'adhésion de la Martinique aux organisations de la Caraïbe. Il faut que cette coopération ne soit pas qu'une simple coopération sportive et culturelle, mais il faut que ce soit un vrai partenariat, une vraie coopération économique, qui a permis, par exemple, à des Trinidadiens d'investir sur le territoire martiniquais, à Fort-de-France en particulier, dans la construction du consortium de la Tour. Ce sont des fonds caribéens qui ont construit le complexe de la Tour, de l'immeuble et de l'immeuble d'habitation et de l'hôtel. Donc, il faut renforcer, il faut créer les liens, les passerelles, et c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui à la CTM, permettant une véritable coopération économique. Ce qui va demander, là encore, il y a eu des évolutions et il y a une loi à l'initiative de Serge Letimi qui permet la démocratie territoriale, qui permet à la Martinique de discuter avec ses voisins de la Caraïbe, qui permet à la Réunion de discuter avec ses voisins, et que les choses ne reviennent pas, sans pour autant rejeter l'État français, mais que les choses ne reviennent pas systématiquement par Paris, qui va discuter avec la Dominique, alors que nous sommes à côté et que nous vivons les problèmes. Donc, il faut renforcer cette démocratie territorialisée, il faut renforcer cette coopération économique de façon à ce que nous puissions justement nous épanouir dans notre environnement naturel, dans ce que Césaire appelait notre géographie cordiale, qui est, nous concernant, la Caraïbe, petite Caraïbe et grande Caraïbe, c'est-à-dire le Brésil, les États de l'Amérique du Sud. Vous inscrivez pleinement dans cette optique donc de l'appel, ce qu'on appelle l'appel de Fort-de-France ? Absolument. Ouais. Ah oui. Mais c'est... Vous êtes parti des invités il y a quelques jours. Non, j'ai pas besoin d'être invité. J'ai besoin de porter, de partager des convictions. C'est une évidence qu'aujourd'hui, on parlait sécurité. Ouais. L'État va être va avoir du mal à répondre aux attentes et aux aspirations. C'est une évidence qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir appliquer de façon systématique les mêmes solutions à des problèmes de nature même similaires, mais différents. Et je reprenais le cas de la démographie de la population. On peut parler de la problématique de l'immigration, on peut parler de la problématique de la sécurité, de la problématique de la santé publique, de la problématique de l'éducation et du partage de la compétence en matière d'éducation, en matière de bilinguisme, trilinguisme, de la culture même créole qu'il nous faut pouvoir transmettre à nos jeunes et de cette identité martiniquaise qu'il faut pouvoir transmettre. Toutes ces problématiques-là sont des problématiques qui sont différentes d'un territoire à un autre. Et quand on dit ça, ce n'est pas faire un jeu à la République, ce n'est pas faire dans le séparatisme. Et je vous dirais pire que ça. Moi, j'écoute des présidents de région français, j'écoute des présidents de département français, j'écoute des maires de grandes villes françaises, de métropoles françaises, porter et tenir le même discours. Et ce qu'il nous faut apprendre de la crise sanitaire, c'est que, voilà, l'État, vous avez vu comment l'État a pendant un certain temps essayé de faire les choses seul. Et puis finalement, on s'est rendu compte que l'agilité, elle était davantage au niveau des collectivités locales, que la proximité, elle était davantage au niveau des collectivités locales, et qu'on est repassé par les collectivités locales. Et que, par exemple... Il faut une redistribution des pouvoirs. On parle de décentralisation en France. On parle de décentralisation et d'accentuer la décentralisation. Il faut revoir la répartition des compétences, des pouvoirs permettant d'être plus efficace, parce que l'objectif, c'est uniquement d'être plus efficace. Très bien.
Merci en tout cas, merci à Didier Laguerre d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir. Dans ce passionnant. Télé Antilles. Passionnant, on aurait pu rester des heures et des heures. C'est vrai, oui. Mais on vous voit donc dans cette démarche que vous déployez. Vous êtes un très bon VRP pour cette ville de Fort-de-France dont vous êtes donc l'éminent donc magistrat, premier magistrat donc depuis 2014. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci de l'invitation. Merci voilà. Beaucoup. Vraiment, très vite. Merci beaucoup Didier Laguerre, donc le maire donc de la ville de Fort-de-France, dans cette émission Les Invités de Mike. Merci à vous de nous avoir suivis, que vous soyez donc sur Free, sur Orange, sur Bouygues, que vous soyez également sur Dailymotion, YouTube ou encore sur le Facebook de Télé Antilles. Vous le savez, notre devise c'est de rester plus près de vous. Aujourd'hui, donc nous recevions pour vous le maire de la ville de Fort-de-France en la personne de Didier Laguerre. Merci à Peggy Ladéon pour cette réalisation. Merci à Jean-François Saint-Louis pour l'orchestration et à très vite sur Télé Antilles. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci de l'invitation et merci à toute l'équipe et bravo pour ce studio magnifique. Merci beaucoup. À très vite.